Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur BFM TV. Il est bientôt 14 h à la une de l'actualité de ce dimanche. Une tentative d'évasion incroyable a eu lieu à la prison de Fresnes ce matin. Une détenue radicalisée est parvenue à sortir de sa cellule après avoir creusé un trou. Elle a été interceptée dans le chemin de ronde. Tous les détails sur place dans un instant avec Angie Loata. Grande soirée de débat ce soir sur BFM TV et RMC entre les 5 candidats de la droite à l'investiture des Républicains. La soirée spéciale, c'est dès 20 h. Et depuis ce matin, nous vous faisons suivre la préparation de cette rencontre décisive. Nous serons dans les différents quartiers généraux des 5 prétendants. Des questions et de l'inquiétude autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II. La souveraine n'a finalement pas assisté à une cérémonie officielle pour des raisons de santé. Sa venue était pourtant très attendue. Le communiqué de Buckingham parle d'un mal de dos sans en dire plus. Éric Zemmour persiste et signe. En visite au salon du Made in France, le quasi-candidat assume les propos tenus sur François Hollande et son rôle dans les attentats du 13 novembre 2011 pour lesquels l'ancien président de la République avait témoigné au procès il y a quelques jours. Léopold Debert était auprès du polémiste, on l'entendra dans ce journal. Dans un instant, nous allons bien sûr largement évoquer le débat de la droite ce soir en direct sur BFM TV à 20h45. Mais avant cela, cette information, une détenue radicalisée s'est échappée ce matin de sa cellule de la prison de Fresnes en creusant un trou avant d'être interceptée sur le chemin de ronde un peu plus loin. Angie Loata, vous êtes devant la prison de Fresnes. On va revenir avec vous sur les faits. C'est un scénario hollywoodien assez hallucinant, Angie. Oui, absolument. C'est un scénario bien ficelé depuis plusieurs jours dont la scène finale s'est jouée ce matin aux alentours de 7 h ici à la prison de Fresnes. Cette femme qui depuis plusieurs jours creusait effectivement juste en dessous de la fenêtre de sa cellule le mur et donc les pierres à l'extérieur qui sont donc tombées ce matin. Cela a formé un trou. Elle a pu s'extirper de sa cellule grâce notamment au drap qui était présent à l'intérieur de sa cellule ici à la prison de Fresnes. Elle est donc sortie de sa cellule, s'est ensuite rendue sur le chemin de ronde. C'est un espace qui n'est pas autorisé à la population, qui n'est pas encore à l'extérieur de la prison et qui permet notamment aux surveillants pénitentiaires de pouvoir détecter le mouvement d'une éventuelle tentative d'évasion. C'est ce qui s'est produit. Elle a donc été rattrapée assez rapidement par les surveillants pénitentiaires ici dans la matinée. Cette femme, on sait finalement peu de choses d'elle. On sait qu'elle a séjourné quelques jours en Syrie ces dernières années, qu'elle était ici incarcérée, qu'elle est française et qu'elle était ici en prison sans avoir été encore jugée. Elle est prévenue pour association de malfaiteurs terroristes et donc désormais placée ici en garde à vue. Merci Angie Loata en direct de Fresnes avec Frédéric Leclerc-Imhoff. L'entourage d'Éric Moretti a réagi évidemment. Le garde des Sceaux qui a salué la réactivité de l'administration pénitentiaire qui a mis fin à cette tentative d'évasion. C'est le témoignage d'une faille qui doit être Comblé. Voilà, exactement. On en vient à cet événement politique à présent, ce dimanche. Le débat de la droite en vue de la présidentielle de 2022 à suivre évidemment en direct. Ce sera à 20h45 sur BFM TV et RMC. 5 candidats qui s'affrontent. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Toutes les équipes de BFM TV sont mobilisées pour vous faire suivre cette journée importante. La soirée spéciale démarre dès 20 h sur notre antenne. Et nous sommes devant les QG, les quartiers généraux des 5 candidats. Nous allons tout de suite devant le QG de Xavier Bertrand dans le 17e arrondissement pour rejoindre Benjamin Duhamel. Benjamin, comment Xavier Bertrand se prépare-t-il ? Eh bien, en revoyant des notes d'abord sur les sujets de fond et puis quelques heures avant le débat, c'est aussi un moment de concentration après une semaine à sillonner les fédérations. Un vendredi soir à Maison-Alfort, hier encore chez lui à Saint-Quentin. Xavier Bertrand qui doit passer ici au QG en fin d'après-midi pour un dernier échange avec ses proches, notamment sur la stratégie à suivre ce soir lors du débat. Sur le fond, pas de surprise à attendre, le candidat devrait dérouler son triptyque autorité, travail, territoire avec un focus, nous dit-on, sur la question du pouvoir d'achat et des classes moyennes. Sur la forme, pas question de s'en prendre à ses concurrents. Comme d'habitude, Xavier Bertrand a choisi, parce que cela plaît aux adhérents les Républicains, de continuer à pilonner Emmanuel Macron. Ça, c'est pour la stratégie. Ce qu'on espère par ailleurs dans le camp Bertrand, c'est que ce deuxième débat sur BFM TV fasse apparaître un candidat déterminé, dynamique, face à un Michel Barnier jugé
plutôt sur la défensive lors du premier débat. Objectif, alors que les sondages de premier tour se resserrent entre le président des Hauts-de-France et ses concurrents, continuer de jouer la rengaine du « je suis le mieux placé pour battre Emmanuel Macron ». Bref, tenter de conjurer ce paradoxe Xavier Bertrand, le plus près du second tour dans les sondages, mais sans aucune assurance de gagner cet imprévisible congrès. Merci beaucoup Benjamin Duhamel pour ces précisions en direct du 17e arrondissement de Paris avec Bernard Horry. En plateau avec nous aujourd'hui, Anne-Sora Dubois du service politique. Bonjour Anne, bonjour également à Thierry Fabre. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes rédacteur en chef de Challenge. Alors c'est un débat crucial qui va se dérouler ce soir pour convaincre les militants. On est à 2 jours seulement de la fin des adhésions mardi. Hier soir, on était à 125 273 adhérents à jour de leur cotisation. Il y a eu 40 000 adhérents de plus en quelques semaines, beaucoup d'adhérents. Est-ce que ça donne aussi un avantage et si oui, à qui ? Alors écoutez, a priori, le favori dans les sondages, c'est Xavier Bertrand. Il a quand même une tête d'avance par rapport aux autres. C'est très différent de voir s'il peut gagner la sympathie des Républicains, parce que, n'ayant pas adhéré, enfin étant sorti de cette famille, beaucoup lui en veulent. Nous, avec Challenge, on était allés dans plusieurs réunions de Républicains, à la Baule, à Paris, et on avait du ressentiment vis-à-vis de Xavier Bertrand. C'est-à-dire que le fait d'avoir quitté cette famille. Bon, il est revenu depuis. Est-ce que justement les Républicains vont faire le calcul d'élire le favori des sondages pour avoir une chance d'accéder au deuxième tour, ou est-ce qu'ils vont élire un peu le fidèle? Et donc le fidèle, ce serait Michel Barnier. Et en fait, on peut se demander, est-ce qu'ils vont avoir le même comportement que les écologistes? Les écologistes ont élu Yannick Jadot alors que Sandrine Rousseau était considérée comme la plus pure, entre guillemets, c'est-à-dire défendant les idées écologistes de EELV. Est-ce que les Républicains vont envoyer un favori dans les sondages? Est-ce qu'ils vont penser sondage ou est-ce qu'ils vont penser famille politique? On va voir dans un instant les programmes des 5 candidats. C'est important évidemment pour se faire une opinion et pour voter. Anne, la difficulté aussi pour ces candidats, c'est de se démarquer, d'arriver à bousculer ses rivaux sans les attaquer frontalement. Et pour ça, évidemment, chacun a sa stratégie. Voilà, exactement. Il y a le spectre de 2017, cette famille très fracturée, cette séquence épouvantable pour la droite, avec vraiment un ancien Premier ministre, un ancien président de la République qui se déchire, la présidence du parti, tout ça a été extrêmement compliqué. Beaucoup de haine, exactement, des débats extrêmement durs. Et donc, Christian Jacob a fait signer cette fois, évidemment de façon symbolique, mais un pacte de non-agression entre tous ces candidats en leur disant il est absolument exclu que cette fois-là, ça se repasse de la même façon. Donc c'est un pacte de non-agression jusqu'au bout. On doit rester cordial, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces candidats s'auto-déclament eux-mêmes équipe de France de la droite. Et le problème, c'est qu'effectivement, il n'en restera qu'un maximum le 4 décembre. Donc comment se distinguer quand on a interdiction même de se contredire et de se déchirer? Donc chacun a choisi un petit peu sa petite stratégie, effectivement. Et on sent bien d'ailleurs, on l'a vu lors du dernier débat, que ça contraint beaucoup leur capacité à se distinguer. Alors Michel Barnier, lui, il a choisi la stratégie un peu en retrait de celui qui est le doyen, en quelque sorte, et ça lui donne un aspect un peu plus en dehors de la mêlée, au-dessus de la mêlée en tout cas, à donner un petit peu, pas des leçons aux autres, mais en tout cas à essayer de montrer que lui, il est moins dans la confrontation directe, avec sa connaissance du Brexit, avec ses connaissances aussi surplombant un peu la France, c'est-à-dire avec des connaissances aussi européennes. Ça, c'est la stratégie qu'il a choisie. Pour l'instant, ça lui sert plutôt bien. Le seul problème, c'est qu'il manque peut-être encore un peu de dynamisme, de pugnacité dans ce combat-là. La stratégie de Xavier Bertrand, vous avez entendu Benjamin Duhamel le dire il y a quelques secondes, c'est la stratégie de celui qui lui aussi est en dehors de la mêlée, mais dans d'une autre manière, c'est de dire que lui, son adversaire, c'est Emmanuel Macron. Xavier Bertrand, lui, depuis le début, il est vu comme un des favoris, sinon le favori des candidats de la droite. Et d'une certaine façon, ça lui permet non seulement de détourner l'attention des questions, quand on lui demande de critiquer ses concurrents, il peut dire, moi finalement, mon problème, c'est pas mes concurrents, c'est Emmanuel Macron. Et puis ça lui permet surtout d'enjamber inconsciemment dans la tête des militants le Congrès, parce que lui, il n'est pas dans le Congrès, il est déjà dans l'après. La stratégie de Valérie Pécresse, ça a été de dire j'ai un programme très sérieux et j'ai un programme surtout qui est financé. Donc elle n'attaque pas directement ses compétiteurs, mais à chaque fois qu'il propose quelque chose, elle leur dit mais
comment est-ce que vous financez ça? Combien ça va coûter? Elle est vraiment sur le sérieux et sur le cahier des charges du financement de son programme. Et puis on a les deux outsiders, Éric Ciotti, Philippe Juvin, qui ont chacun leur thématique très très affirmée. Éric Ciotti, c'est un peu la surprise de ce début de congrès. On pensait qu'il allait laisser tomber bien avant. On pensait qu'il allait se rallier à l'un des candidats. Pas du tout. Il est presque Zemmour compatible. En tout cas, il dit que s'il devait choisir entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, il le ferait. Donc lui, sa thématique, c'est la sécurité et l'immigration. C'est comme ça qu'il se distingue. Philippe Juvin, lui, il est vraiment sur la santé, sur les déserts médicaux, en tant que maire et chef de service à l'hôpital. Merci. Alors justement, pour tout savoir, pour tout comprendre, avant ce débat crucial, on s'intéresse au programme des 5 candidats avec vous. Kelly Lafin, bonjour Kelly. Qu'est-ce qui différencie ces candidats tout d'abord sur le plan économique? Alors sur la question de la revalorisation des salaires, Xavier Bertrand parle d'une prime au travail. Pour ceux qui gagnent moins de 2 000 € par mois, il souhaite que tous les salariés à temps complet touchent au moins 1 500 € net par mois. Valérie Pécresse, elle veut revaloriser de 10% les salaires nets jusqu'à 2,2 fois le SMIC. Michel Barnier, lui, veut augmenter les salaires des professions de santé, de l'éducation et baisser les charges sur les salaires intermédiaires. Un même objectif, disent ces candidats, rendre le travail plus attractif que le chômage. 3 candidats veulent également permettre aux entreprises d'augmenter le temps de travail à 39 heures via des accords de branche. Il s'agit de Philippe Juvin, Éric Ciotti et Valérie Pécresse. La plupart de ces candidats souhaitent baisser les impôts de production, donc les taxes et charges qui pèsent sur les entreprises. Michel Barnier parle d'une baisse de 10 milliards d'euros, Xavier Bertrand de 35 milliards d'euros. Philippe Juvin, lui, dit vouloir favoriser le Made in France, donc en baissant les charges des industriels français et en interdisant l'entrée sur le territoire des produits qui ne respectent pas les normes françaises. Enfin, Valérie Pécresse souhaite notamment supprimer la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés. C'est une taxe qui participe au financement de l'assurance vieillesse. Tous, enfin, sont d'accord sur l'idée de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans pour Xavier Bertrand, 65 ans pour les autres. Et sur le reste du programme, Kelly, notamment l'immigration et la sécurité? Et bien sûr, l'immigration, Éric Ciotti est celui qui présente le programme le plus radical. Parmi ses propositions, le retour sur le droit au sol au profit du droit du sang, la fin du regroupement familial, les allocations conditionnées à 6 ans de présence sur le territoire. Michel Barnier, lui, veut que la France retrouve sa souveraineté juridique sur la question des migrations par rapport à l'Union européenne. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, eux, plaident notamment pour des quotas d'immigration fixés par le Parlement. Enfin, concernant la sécurité, Michel Barnier et Xavier Bertrand veulent tous deux créer 20 000 places en prison. Éric Ciotti souhaite créer un Guantanamo à la française avec des lois spécialement adaptées au terrorisme. Valérie Pécresse veut territorialiser les peines. Et enfin, Philippe Juvin veut créer un délit spécifique de violence en bande. Merci beaucoup Kelly Lafin. On prend la direction du 16e arrondissement de Paris à présent. Anthony Lebos, on vous rejoint. Vous êtes devant le quartier général d'Éric Ciotti. Ses soutiens espèrent créer, eux, la surprise. Oui, c'est en challenger qu'Éric Ciotti se présentera au débat ce soir. Ses soutiens espèrent créer la surprise. C'est le candidat le plus solide face aux autres, face à une droite molle et pas sûre d'elle, nous dit un de ses soutiens. Le candidat est serein et déterminé selon son équipe de campagne. Équipe de campagne qui s'est réunie donc dans un café, place du Trocadéro où nous sommes. Choix symbolique puisque c'est là qu'avait organisé un meeting de la dernière chance François Fillon en 2017, le candidat de la droite d'alors. Il était malmené par les polémiques et Éric Ciotti était là sur scène aux côtés de l'ancien Premier ministre. Et il le rappelle à l'envi d'ailleurs, c'est le seul candidat du Congrès qui était présent sur cette scène aux côtés de François Fillon. Preuve de sa fidélité au parti et au projet, explique ses proches. Un projet à droite toute sur les questions de la sécurité, de l'immigration. Il n'hésite pas à parler de Guantanamo à la française, de grands remplacements, quitte à agacer au sein des Républicains. Ses soutiens, eux, louent son courage face au politiquement correct des autres candidats, mais on prône durant le débat l'entente cordiale avec les autres candidats. Je cite un soutien d'Éric Ciotti, c'est comme un coureur du 100 mètres, il ne regardera pas ses concurrents, comprenez, il va tracer et rester sur sa ligne en espérant trouver un écho chez les nombreux adhérents des Républicains, car ce sont eux le cœur de cible, ce sont eux qui voteront à partir du 1er décembre. Merci beaucoup Anthony Lebos, donc devant le QG d'Éric Ciotti avec Vincent Goltier. Thierry Fab, vous vouliez réagir sur les programmes des 5 candidats. Oui, c'est intéressant de voir que les 3 favoris pensent un peu la même chose. C'est pour ça que ça va être très difficile de les départager. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier, absolument. Ils sont
sociolibéraux. En gros, augmenter le revenu des Français via des baisses de CSG ou des augmentations de primes d'activité. Un peu ce que fait Emmanuel Macron, mais disent-ils de plus grande ampleur. Et côté libéral, avec des baisses d'impôts que fait déjà le pouvoir actuel, mais plus importantes, des impôts de production, etc. Donc, on voit bien qu'il tourne le dos à la droite filloniste, c'est-à-dire au programme de Fillon ultralibéral de 2017, donc beaucoup plus mesuré, mis à part Valérie Pécresse qui est la seule à chiffrer des baisses de postes de fonctionnaires. Mais à côté de ça, il y a Éric Ciotti qui, lui, assume un programme filloniste avec des baisses d'emploi de fonctionnaires beaucoup plus importantes, 250 000, des baisses drastiques de dépenses publiques, une flat tax, donc un impôt proportionnel uniforme pour tout le monde à 15%, un programme très libéral. Et donc, on va voir ce que pensent les sympathisants. On avait bien vu la surprise de 2017, la primaire, les sympathisants avaient choisi une politique très libérale. Est-ce qu'ils vont faire la même chose cette fois-ci? C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier Éric Ciotti dans cette course. Merci beaucoup. Bonjour Philippe Dallier, merci d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes conseiller départemental Les Républicains de la Seine-Saint-Denis et vous êtes également soutien de Philippe Juvin. Comment est-ce que Philippe Juvin appréhende ce deuxième débat capital ce soir sur BFM TV? Eh bien écoutez, de la même manière que le premier, il a été particulièrement dynamique et fait passer son message. Tous ses soutiens attendent de lui la même performance ce soir. On parlait à l'instant de la baisse des fonctionnaires. Lui, Philippe Juvin, il n'en veut pas de baisse de fonctionnaires, si je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'il peut se démarquer ce soir? On avait vu, par exemple, lors du premier débat, Éric Ciotti qui avait réussi un petit peu à se démarquer, à sortir du lot, entre guillemets. Comment est-ce que Philippe Juvin, ce soir, peut se faire remarquer? Je crois que sur la baisse des fonctionnaires, c'est un point effectivement très important. Vous savez, j'ai été un soutien de François Fillon à l'époque, mais c'est vrai que la baisse drastique du nombre de fonctionnaires dans ce pays, entre 500 ou 600 000 sur un quinquennat, j'avais du mal à le croire à l'époque que c'était possible. La question se repose aujourd'hui de la même manière, avec en plus les difficultés que nous connaissons à l'hôpital, avec la nécessité d'avoir plus de policiers, plus de magistrats, et dans l'éducation nationale probablement de faire des efforts. Donc je pense que la position de Philippe Juvin, elle est parfaitement raisonnable. On peut tout à fait remettre des fonctionnaires face à la population et en contact direct pour traiter les problèmes en réduisant le nombre de fonctionnaires qui sont aujourd'hui logés dans les bureaux. Je pense que si déjà effectivement on parvenait à faire cela, on améliorerait la situation. Moi, les 200 000 suppressions de postes, si vous voulez, c'est bien dans un programme parce qu'on peut dire d'un côté toutes les mesures de dépenses que je propose, elles sont financées par les 200 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Maintenant, dans la réalité, arriver au bout de ces mesures, je doute effectivement que ça soit possible. Donc je pense que la position de Philippe Juvin est beaucoup plus mesurée et qu'elle est beaucoup plus réaliste sur un quinquennat. Merci beaucoup Philippe Dallier d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur ce plateau cet après-midi. On en vient à présent à une autre actualité, l'inquiétude autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II. La souveraine de 95 ans devait apparaître lors d'une cérémonie à Londres en hommage aux victimes des guerres. Un rendez-vous qui était attendu et qu'elle n'a finalement pas pu honorer, et ce, en raison de son état de santé. C'est ce qu'a en tout cas annoncé le palais de Buckingham. Adrien Portron. Elle devait trôner sur le balcon face aux nombreux Britanniques présents pour cette journée de commémoration des victimes de guerre. Mais à seulement quelques minutes du début de la cérémonie, coup de tonnerre. Le palais de Buckingham informe dans un communiqué que la reine Elisabeth II ne sera finalement pas présente. La reine, s'étant fait mal au dos, a décidé qu'elle ne pourra pas assister au service du souvenir d'aujourd'hui. Nouvelle désillusion pour les Britanniques, qui voient leur reine multiplier les signes de fatigue depuis la mort de son mari, le prince Philippe. Le 13 octobre dernier, fait rare, la monarque âgée de 95 ans est aperçue avec une canne. Avant d'être hospitalisée une semaine plus tard, le temps d'une nuit. Rapidement, le palais de Buckingham rassure, indiquant qu'il s'agit seulement d'examens préliminaires. Après quelques jours de repos, la reine est aperçue au volant de sa voiture. Elle reprend ses engagements par écran interposé, comme ici. La souveraine remet un prix de poésie. Alors qu'elle doit renoncer à participer à la COP26, la reine Elisabeth II lance un message fort aux différentes nations. En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher des plus grandes adversités. Malgré son absence, une partie de la famille royale était présente pour ces commémorations.
notamment le prince Charles, son fils, mais aussi le prince William, accompagné de son épouse Kate, la duchesse de Cambridge. Dans l'actualité également de ce dimanche, Éric Zemmour persiste et signe dans la provocation. Hier soir, devant le Bataclan, il a une nouvelle fois attaqué François Hollande, qu'il juge responsable des attentats de novembre 2015. Ce dimanche, Éric Zemmour était au salon du Made in France et le polémiste assume ses propos. Les précisions de Léopold Debert sur place. Je ne retire rien, pas un mot et je maintiens. Voilà ce que nous a déclaré Éric Zemmour tout à l'heure en visite ici au salon Made in France à propos de ses déclarations passées sur François Hollande et les attentats du 13 novembre 2015 et puis également sur sa venue qui a fait beaucoup parler hier soir devant le Bataclan. Éric Zemmour ici en opération séduction finalement devant différents stands, des entrepreneurs à qui il a cherché à expliquer quelques points de son programme économique. Il nous a notamment expliqué face caméra une proposition nouvelle qu'il appelle le Patri-Score. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est basé sur le Nutri-Score. Ça serait finalement un code couleur qui montrerait la provenance, l'origine française ou non d'un produit. On voit donc que Éric Zemmour, au-delà des thématiques de l'immigration, cherche aujourd'hui à sortir, à proposer de nouvelles choses, peut-être pour se rapprocher aussi des préoccupations principales des Français, parmi lesquelles il y a le pouvoir d'achat. 14h20, restez avec nous à suivre sur BFM TV des questions et de l'inquiétude autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II. La souveraine n'a finalement pas assisté à une cérémonie officielle pour des raisons de santé. Sa venue était pourtant très attendue. Le communiqué de Buckingham Palace parle d'un mal de dos, sans en dire plus. On en parle dans quelques minutes. Quel champion pour la droite pour l'élection présidentielle ? Ce soir, à 20h45, un débat exceptionnel. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse. Tous les candidats à l'investiture Les Républicains réunis sur BFM TV. Immigration, sécurité, économie, vision de la France. Ils dévoileront leurs propositions, feront entendre leurs différences. L'enjeu, être celui qui portera les idées de la droite à l'élection présidentielle. 2022, le débat de la droite. C'est ce soir à 20h45 en direct sur BFM TV et RMC. 2022, le choix des Français. Vous avez remarqué, on ne parle plus de la grippe. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Elle est toujours aussi imprévisible et toujours aussi dangereuse pour les plus fragiles. Plus de 65 ans, personnes atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes, protégez-vous. Vaccinez-vous aussi contre la grippe. Antoine, il ne sait pas dire non. Et vous prenez les 2 ans d'extension de garantie? Bah non. Grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. Oui, enfin, c'est quand même grâce à moi qu'on est à la Matmut. Ah oui, oui. Matmut, ma valeur sûre. Ça y est, ils arrivent. Bon, va falloir être efficace, ils ont entraînement dans 2 heures. On commence par le slalom arrière. Ensuite, la benne. Et le plan final, la bâche. Ça y est, ils sont prêts? Non, ça y est, c'est dans la boîte. C'est tourné, là? Entre pros, on se comprend vite. Et pendant le temps des Pro Peugeot, la gamme utilitaire est à partir de 179 € par mois. Et le nouveau parfum Explorer Ultra Blue. Vendez votre voiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Il passe la serpillière grâce à des vibrations soniques. La serpillière s'élève même à l'approche des tapis. Il passe l'aspirateur. Il se vide tout seul. C'est aussi simple que ça avec le Roborock S7 Plus.
Avec la fibre Red, facile de profiter à fond de ses contenus. Je prends pas un bain là? Non, non. Sérieux? Ah, le plus dur, c'est de s'arrêter. Hein. La fibre, 22 € par mois, sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Alors, vous vous sentez comment avec vos nouveaux appareils? Waouh, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle que vous avez moins 40%. Quoi, vous dites? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Ah, mais oui, alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles? En plus, on vous offre une paire de lunettes à votre vue. Mais ça marche super bien, j'entends des choses fantastiques. Et ça marche aussi avec les verres progressifs. C'est dingue, ça s'arrête jamais ce truc. Non, alors qu'est-ce qu'on fait? On les choisit ces lunettes? Ici? Maintenant. Vous m'êtes très sympathique. C'est réciproque. On s'entend bien, hein? Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Optical Center, optique et audition. Dispositifs médicaux. SFR présente le départ en week-end idéal de Sophie. Ah bah déjà que tout le monde soit prêt. Et mon jeu? Et ma série? Et la 5G? Salut les On part, hein, Brigitte, tout le monde est prêt. J'espère qu'on n'aura pas trop de bouchons. Allez, suivez-moi, je connais un raccourci. La 5G de SFR est là et elle n'a pas fini de vous étonner. SFR, enjoy. Fantôme, le nouveau parfum pour homme de Paco Rabanne. Les maîtres torréfacteurs L'Or ont capturé l'essence des grains de café biologiques pour un pur plaisir avec les capsules L'Or Bio. Luc de Christie. Découvrez son nouveau single My Heart and My Soul. Luc de Christie. Son nouveau single My Heart and My Soul. Disponible sur toutes les plateformes. Cher Père Noël, cette année j'étais un petit con. Je suis bonne à rien. Après, je suis bonne tout court. Vous comprenez pas, je suis une mère indigne, un déchet de la société. Ah non, je me l'être. Bonjour, moi c'est le cassos de service. À Apprentis d'Auteuil, nous voyons le meilleur en chacun des 30 000 jeunes que nous accompagnons jour après jour. Aidez-les à construire leur avenir. Faites un don. Apprentis d'Auteuil, la confiance peut sauver l'avenir. Désert, océan, ciel, territoire. Quel que soit le terrain où elles sont, nos forces armées sont toutes à leur mission. Pour les protéger et les épauler, elles peuvent compter sur nous. Une mutuelle issue de leur rang. Uneo. Être là pour les militaires et leurs familles, comme ils sont là pour nous. Uneo, votre force mutuelle. Prendre soin de votre famille. Sur le terrain, Uneo fait la différence. Santé, pouvoir d'achat, scolarité, logement, revenus, nous sommes là chaque jour. À vous d'en juger. I see king, I see queen, well. None of you know my kingdomanium. Renault Clio E-Tech hybride, le nouveau chapitre d'une grande histoire. Renault Clio, prête à partir, existe aussi en version essence à partir de 129 € par mois, avec 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. C'est beau, hein? Attends, regarde. Daikin, active le contrôle inverteur du compresseur. Et moi, je calcule le gradient de température. T'es sérieux, Mathis? Elle est connectée, ta pompe à chaleur. Donc elle t'assure la bonne température au bon moment. Pas besoin de lui parler. Tu veux dire 2 mots grippants aussi ou ça va aller? Ah. Daikin, pompe à chaleur, chauffage, climatisation. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. De la grisaille, toujours un week-end bien maussade et vous allez le voir, la semaine prochaine s'annonce également bien nuageuse. On le voit sur cette animation satellite, on voit quasiment plus la France sous les nuages. Alors il y a vraiment un tout petit coin de ciel bleu sur le golfe du Lion. En revanche, sur la Corse, sur l'extrême sud-est, ça reste instable et ça va le rester pour cette journée de lundi. Alors on va conserver aussi les nuages. Les précipitations, donc le plus souvent, soit très faibles, soit inexistantes. Et puis, vous le voyez, donc sur l'extrême sud-est,
sud-est, sur le littoral méditerranéen, jusque sur les Bouches-du-Rhône, sur la Corse. On conserve cette instabilité avec ces averses orageuses. Des pluies et un ciel assez menaçant également sur les Pyrénées. Dans le courant de l'après-midi, quasiment pas d'amélioration. Petit espoir, un petit peu plus de trouées de ciel bleu, mais ce sera vraiment pas grand-chose sur la Bretagne, le Cotentin. Ailleurs, ça n'évolue pas. Un coup d'œil à vos températures pour cette matinée de lundi. Pour commencer la semaine, des valeurs en baisse sur les régions du nord. Elles s'échelonneront de 1 à 12 degrés. 7 à Paris, 12 à Nice. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les températures baissent partout. Plus que 10 à Paris, 12 sur la côte aquitaine, 19 encore pour la Corse. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Bientôt 14h30 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, cette tentative d'évasion à la prison de Fresnes en région parisienne. Une Française poursuivie pour terrorisme a creusé un trou dans sa cellule avant d'être interceptée dans le chemin de ronde du centre pénitentiaire. Éric Dupond-Moretti salue la réactivité de l'administration. Angie Loata nous expliquera cette histoire romanesque. L'inquiétude autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II, la souveraine britannique, devait faire sa réapparition publique après 2 semaines de repos forcé. Aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie du souvenir, finalement, selon Buckingham, un mal de dos l'en empêche. Nous ferons le point dans un instant avec Thomas Pernet, journaliste à Point de Vue. C'est un débat événement et crucial pour le choix du candidat de la droite à la présidentielle. Les 5 candidats, les Républicains, débattent ce soir sur BFM TV. Ce sera à 20h45. Alors que faut-il en attendre? Comment les candidats se préparent-ils? Nos équipes sont mobilisées toute la journée. Et puis Éric Zemmour persiste et signe dans la provocation. Hier soir, devant le Bataclan, il avait une nouvelle fois attaqué François Hollande, qui juge responsable des attentats de novembre 2015. Provocation qui est très mal passée auprès de nombreuses victimes ou proches de victimes. Cette tentative d'évasion de la prison de Fresnes en région parisienne, une détenue radicalisée s'est échappée de sa cellule en creusant un trou. Angie Loata, vous êtes devant le centre pénitentiaire du Val-de-Marne. Cette tentative d'évasion est tout simplement romanesque. Oui, absolument, c'est le bon terme, puisque cela faisait plusieurs jours que cette jeune femme préparait son coup. Elle avait effectivement gratté à l'aide de plusieurs instruments qu'elle avait dissimulés jour après jour, pendant plusieurs jours donc, jusqu'à ce matin, lorsque les pierres sont tombées à l'extérieur de sa cellule, creusant ainsi un trou par lequel elle est passée. Elle s'est retrouvée donc à ce moment-là dans ce que l'on appelle le chemin de ronde. C'est là qu'elle a été retrouvée. C'est une zone tampon entre les murs de la prison et l'extérieur de la prison, une zone où la population ne peut pas se rendre, mais qui permet notamment aux surveillants pénitentiaires de détecter tout mouvement lié à une tentative d'évasion. C'est ce qui s'est donc passé ce matin aux alentours de 7h ici à la prison de Fresnes. Après avoir été rattrapée par les surveillants pénitentiaires, la jeune femme a été placée en garde à vue. On sait peu de choses finalement de son profil. C'est une Française qui a passé quelques jours en Syrie, nous dit-on, ces dernières années, et qui était donc prévenu ici en attente de jugement pour association de malfaiteurs terroristes. On peut rajouter également que certes les murs peuvent être vétustes ici à la prison de Fresnes, notamment dans la prison pour femmes. C'est l'une des plus vieilles prisons de France. Merci beaucoup Angie Loata, donc à Fresnes pour BFM TV avec Frédéric Leclerc-Imhoff. On précise que Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a réagi via son entourage. Il a notamment salué la réactivité de l'administration pénitentiaire qui a mis fin à cette tentative d'évasion. Bonjour Yohann Carrard, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général adjoint FO Justice. Cette évasion, ça pose évidemment des questions et c'est pas rassurant. Alors oui, effectivement, ça pose des questions et notamment de fond. Je tiens d'ailleurs à saluer le professionnalisme des agents qui ont été super réactifs pour le coup, notamment pour arrêter cette détenue ô combien dangereuse, notamment au vu des faits pour lesquels elle est incarcérée et sur lesquels elle est en attente de jugement. Donc oui, des problèmes de fond dans le sens où on peut se poser la question de savoir comment elle a pu effectivement creuser le trou en dessous de sa fenêtre comme ça sur le long terme. Mais les réponses, elles sont très simples. Elles vont se traduire par le manque de personnel que l'on subit malheureusement pour gérer ces détenus. Et un deuxième point fort, et notamment
qui a été mis en application donc sur la maison d'arrêt pour femmes de Fresnes, c'est la non-occupation des miradors qui ont été fermés faute de personnel et remplacés par des moyens techniques qui, fort heureusement, ont fonctionné, mais dont on peut se poser la question, notamment au vu du dernier débat sur les bracelets électroniques où il y a eu un bug. Donc là, heureusement, ça a fonctionné, mais si demain ça ne fonctionnait pas, on aurait pu avoir ce type de détenu avec ce profil qui soit à l'extérieur et dont on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Vous pointez du doigt un manque de personnel. Il y a aussi peut-être les infrastructures vieillissantes avec des murs qui sont décrits comme humides et qui auraient peut-être permis à la détenue de s'échapper. Est-ce que selon vous, il y a davantage à faire pour sécuriser ce genre de centre pénitentiaire ? Alors oui, effectivement, sur ce point, d'ailleurs, notre organisation, on milite donc depuis plusieurs années, et notamment sur l'établissement de Fresnes, qui est un établissement vétuste, qui a été construit à la fin du 19e siècle, et qui, pour le coup, est sous le coup d'un arrêt du Conseil d'État qui a été rendu il y a quelques jours, condamnant l'État sur la vétusté de cet établissement, dont on doit maintenant prévoir plus de 200 millions d'euros pour sa rénovation. Donc oui, cela pose question sur l'infrastructure, sur la vétusté, et bien sûr qui facilite ce genre de maîtrise qu'on a pu voir cette nuit, qui a été fortement et heureusement arrêté par les collègues. Merci beaucoup, Yohann Carrare, d'avoir réagi en direct sur BFM TV cet après-midi. Autre grand titre de l'actualité, il concerne bien sûr l'état de santé de la reine Elisabeth II, qui devait faire son retour sur la scène publique aujourd'hui. Finalement, elle n'a pas participé à la cérémonie en hommage aux victimes des guerres. Au cénotaphe, le monument aux morts situé au centre de Londres, annonce du palais de Buckingham seulement 1 heure avant le début de l'événement. On va retrouver dans la capitale britannique notre correspondante Laura Calmus. Laura, après 2 semaines de repos forcé, c'est de nouveau la santé de la souveraine de 95 ans qui fait donc défaut aujourd'hui. Exactement, et cela devait être son grand retour, l'occasion pour les Britanniques de revoir enfin leur monarque. Alors c'est une grosse déception, et donc un peu comme si de rien n'était, eh bien la cérémonie s'est déroulée comme prévu à 11h. Elle a commencé par 2 minutes de silence qui ont été respectées dans tout le pays, et puis ensuite le prince Charles a déposé une couronne de coquelicots au pied du cénotaphe, et puis tour à tour les autres membres de la famille royale ainsi que des personnalités politiques ont également déposé cette couronne de fleurs. Mais autour de moi, à Whitehall, qui se trouve juste derrière moi, eh bien, c'est encore noir de monde. Mais les Britanniques sont très déçus puisqu'ils n'attendaient qu'une chose, revoir leur monarque sur le terrain. Alors, on a également constaté que ça faisait déjà plusieurs semaines que la santé de la reine inquiétait au Royaume-Uni. Elle avait d'ailleurs dû annuler sa participation à des grands événements. C'était le cas encore il y a quelques jours à la COP26. Exactement, d'autant plus que la reine a été vue le mois dernier en train de marcher avec une canne, ce qui est très rare. Mais depuis qu'elle est au repos, eh bien, le palais de Buckingham se veut extrêmement rassurant. Ils ont publié de nombreuses photos et vidéos d'elle en train de travailler à distance depuis son château de Windsor. Elle a également été photographiée en train de conduire sa Jaguar. Et la semaine dernière, lors d'un bain de foule, le prince Charles a répondu à une question du public qui a demandé comment allait sa mère, la reine. Il a répondu « She's all right », elle va bien. Merci beaucoup Laura Calmus, la correspondante de BFM TV à Londres. Thomas Pernet est avec nous en plateau. Bonjour Thomas, journaliste à Point de Vue. Le palais de Buckingham qui a indiqué 1 heure seulement avant que la reine donc ne serait pas présente. C'est vraiment à la dernière minute. Buckingham qui parle d'un mal de dos. Est-ce qu'on a davantage d'informations et est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter ? Alors, c'est vrai que c'est inhabituel. La machine de Buckingham est extrêmement bien rodée. Et d'avoir comme ça une annulation à la quasi-dernière minute, on n'a pas vraiment l'habitude. Une source proche de Buckingham parle d'un timing incroyablement malheureux. Et on n'a pas de raison de douter que de la bonne foi de Buckingham. Ce qui avait été compliqué au moment de l'hospitalisation de la reine, une hospitalisation qui avait surpris les observateurs du monde entier, c'est qu'on n'avait pas eu d'informations. À partir du moment où Buckingham communique et précise qu'il s'agit d'un mal de dos, on a toutes les raisons
raison de le croire. Il faut rappeler que la reine est en ce moment à Windsor, elle réside à Windsor. Il faut quand même aller de Windsor à Londres en voiture. Quand on a 95 ans et qu'on a le dos bloqué, on peut comprendre que ça soit difficile. D'ailleurs, on l'a vu au volant de sa voiture il y a encore quelques jours, hein, la reine, quand elle allait un petit peu mieux. On imagine qu'à la suite de cette révélation, la presse britannique a beaucoup réagi? Oui, bien sûr, les Britanniques dans l'ensemble ont beaucoup réagi, le monde entier, puisqu'on est là et qu'on en parle ce dimanche sur votre antenne. Bien sûr, il y a toujours cette inquiétude. Alors, vous l'avez bien dit, il y a eu aussi ces petites cartes postales qui ne sont pas officielles. On a vu la reine au volant, on l'a vu encore il y a quelques jours, cette fois-ci pas au volant, mais toujours en voiture. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Néanmoins, je vous rappelle que cette cérémonie, c'est pas une cérémonie très compliquée. C'est-à-dire qu'elle est au balcon du ministère des Affaires étrangères, à Whitehall. Elle se tient normalement entre la duchesse de Cornouailles, l'épouse du prince Charles, et la duchesse de Cambridge, Kate. Il n'y a pas de discours. Elle ne dépose plus elle-même la couronne de Poppies depuis 2017. C'est le prince Charles qui s'en charge. Et si même ça, elle n'y arrive pas parce qu'en ce moment elle est trop fatiguée, on peut se demander quels vont être bien sûr les engagements des prochains mois. Il y a eu l'annulation de la COP26, il y a eu l'annulation avant d'un déplacement en Irlande du Nord. Voilà, ses médecins lui conseillent toujours de maintenir un calendrier et un agenda extrêmement light. Là, on est plus que du light, on est vraiment dans l'inexistant. Thomas, on sait évidemment que le peuple britannique, en grande majorité, a une passion pour sa reine. Mais... Et on les comprend. Et on le comprend, évidemment. C'est un personnage assez incroyable, historique. Mais il est difficile d'avoir des informations. Pourquoi est-ce que Buckingham verrouille, entre guillemets, contrôle comme ça les informations? Parce que c'est un secret d'État. La santé de la reine, la santé du chef de l'État et même du chef des armées, c'est un secret d'État. Buckingham, de manière générale, a fait des gros efforts en termes de communication. Mais vous savez, par exemple, le jour où la reine mourra, il y aura cette opération qu'on appelle London Bridge, c'est-à-dire tout ce dispositif autour de ses obsèques. Ce dispositif qui a été revu récemment pour la Covid a complètement fuité dans la presse il y a quelques semaines. On a appris tous les détails alors que normalement on n'a pas à connaître ces détails. Buckingham a été absolument furieux. Alors bien sûr, on n'est plus comme dans les années 50. Je vous rappelle que le père de la reine, le roi George VI, est mort d'un cancer du poumon alors que personne ne le savait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les communications, avec les tabloïds, on est dans beaucoup plus de transparence. Mais malgré tout, on ne communique pas facilement. Et la reine n'aime pas communiquer, n'aime pas se plaindre. Je vous rappelle son slogan « Never explain, never complain ». Jamais expliquer, ne jamais se plaindre. C'est totalement la philosophie des Windsor. Merci beaucoup Thomas Pernet pour ces derniers développements. L'actualité politique à présent. Nous serons avec nos reporters un peu partout dans Paris et à la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine cet après-midi pour suivre les 5 candidats qui participeront ce soir au grand débat de la droite. Nous serons notamment au QG de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Jubin avec nos reporters. Ce débat, il est à suivre dès 20h45 sur BFM TV et RMC. Les candidats qui seront face à face les uns avec les autres dans des débats incontournables qui permettront donc de désigner le représentant ou la représentante des Républicains en avril prochain. Et vous pourrez réagir et poser vos questions en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag débat de la droite, donc 20h45 pour ce débat. On en parle en plateau avec Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV et Thierry Fabre, rédacteur en chef à Challenge. C'est un rendez-vous important. Qui a le plus à perdre dans ce débat ce soir, Anne ? C'est une bonne question. Vraisemblablement les favoris, évidemment, c'est-à-dire Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Si on veut réduire encore la liste, peut-être Xavier Bertrand et Michel Barnier, qui depuis plusieurs semaines, chacun dans leur couloir, font état de favoris. Alors Xavier Bertrand est plutôt le favori si on se réfère à la totalité du spectre des votants français. Voilà, lui c'est plutôt à l'issue du Congrès que c'est le favori. Donc il a vraiment beaucoup à perdre parce que si effectivement à l'issue de ce congrès, il ne sort pas vainqueur, ça sera vraiment double peine pour lui parce qu'en plus, c'est peut-être celui qui est le mieux capable, le mieux à même de l'emporter s'il remporte le congrès. Michel Barnier, lui, est favori, mais dans une autre étape, il est favori peut-être pour ce congrès. Alors, ça a été beaucoup dit ces dernières semaines, sans que toutefois ce soit vraiment vérifié, parce qu'on a vu aussi qu'il y a eu beaucoup d'adhésions qui ont été déclenchées ces dernières semaines, notamment beaucoup en Ile-de-France. On ne sait toujours pas à qui elles vont bénéficier. Il y a plus de 125 000. Absolument, plus de 125 000 adhésions à cette heure, donc on pourrait dépasser les 140 000 lorsqu'il y aura clôture des adhésions. Il faut savoir qui s'est inscrit et pour voter pour qui surtout, parce qu'on a vu qu'il y avait des votes qui étaient en tout cas des provenances des adhésions qui étaient très géographiquement très identifiées. Par exemple, vous avez eu beaucoup de votants qui venaient des Alpes-Maritimes, qui est le bastion d'Éric Ciotti. Vous avez eu beaucoup de votants qui venaient de Savoie.
qui, on revient à Michel Barnier, est un endroit où Michel Barnier a été longtemps élu. Donc Michel Barnier, lui aussi, a beaucoup à perdre parce qu'on le dit favori. Après, il y en a qui ont moins à perdre, mais qui ont beaucoup à perdre sur le programmatique. C'est ceux qui ont les idées qui sont les moins portées aujourd'hui. Éric Ciotti, par exemple, lui, il est sur une ligne qui se distingue un peu de ses concurrents aujourd'hui. Il est sur une ligne très sécuritaire, très lutte contre l'immigration. Et finalement, est-ce que ces idées sont très représentées parmi les 3 favoris, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse? Pas vraiment. En tout cas, ils sont pas sur un prisme qui est autant centré sur cette thématique-là. Donc lui, il a un peu plus à perdre, mais sur le point programmatique. Sur le point, encore une fois, non pas des idées, mais bien de la course en tête, c'est Michel Barnier et Xavier Bertrand qui ont le plus à perdre. L'un, à l'issue du Congrès, s'il ne le remporte pas. L'autre, pendant le Congrès, s'il ne le remporte pas. On va voir comment ça se passe sur le terrain, puisque elle fait partie des favoris. Loïc Besson, vous êtes au QG de Valérie Pécresse à Paris. Comment se prépare la présidente de la région Île-de-France ? Le programme pour Valérie Pécresse cet après-midi, il est simple, repos et concentration. Il faut dire qu'elle est rentrée ce matin seulement des Alpes-Maritimes où elle était en déplacement hier encore dans le cadre de cette campagne, de ce tour des fédérations. On est plutôt confiant dans l'entourage de Valérie Pécresse. Il y en a qu'on à perdre, vous le disiez à l'instant. Elle a tout à gagner. Voilà ce que me confiait un proche. Déjà parce qu'elle a prouvé lors de la première confrontation qu'elle était rodée à l'exercice. Et on se félicite d'ailleurs autour de Valérie Pécresse de la façon dont elle a su souligner les ambiguïtés de la mesure phare du projet de Michel Barnier, à savoir son moratoire sur l'immigration. Alors pour autant, il ne faut pas y voir d'alliance avec Xavier Bertrand, me dit-on. Elle a prévu de n'épargner personne en ce qui concerne leurs différences de fond. Xavier Bertrand, sur le pouvoir d'achat, par exemple, voilà l'argument qui revient souvent. À quoi ça sert de promettre des baisses d'impôts aux Français si on n'explique pas où on fait les économies? Et sur ces réformes, Valérie Pécresse estime être la plus ambitieuse, la plus audacieuse. 150 000 postes de fonctionnaires en moins, ça parle à la droite. C'est dans la lignée de François Fillon qui avait été la révélation des débats à droite. Merci beaucoup Loïc Besson, donc devant le QG de Valérie Pécresse avec Maxime Vigier. On suit donc tous les 5 candidats, on est devant les QG cet après-midi. On va aller notamment devant celui de Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit, qui semble séduire de plus en plus de jeunes républicains. Perrine Vasque, on vous retrouve devant donc le quartier général de Michel Barnier, l'ex-ministre qui est arrivé vers 11h ce matin. Oui, absolument. Il est arrivé au bras de son épouse à 11h ce matin. Il venait de faire une promenade. On sait, Michel Barnier, il aime la marche à pied pour préparer les rendez-vous importants. Et tout cet après-midi, il est à son QG actuellement. Et il restera jusqu'à ce soir pour préparer ce débat avec ses équipes. Il faut dire que c'est un rendez-vous important pour Michel Barnier parce qu'effectivement, s'il semblait être le favori des militants, eh bien, il a été un petit peu déceptif pour ses soutiens lors du premier débat la semaine dernière. Un de ses soutiens me le confessait tout à l'heure. C'est vrai qu'il a encore une marge de progression. Il faut qu'il garde le fond, mais sur la forme, il faut qu'il rectifie le tir, notamment avec des phrases plus courtes, des phrases plus incisives, me disait-on. Il faut également que ces propositions, il les explique mieux. Clin d'œil aux attaques de Valérie Pécresse, dont vous parlait tout à l'heure Loïc, effectivement, sur le flou des propositions de Michel Barnier. D'ailleurs, un de ses proches me disait que Michel Barnier ne s'attendait pas, la semaine dernière, lors du premier débat, à être autant la cible des attaques de Valérie Pécresse et de Xavier Bertrand. Mais pour autant, pour le candidat, me dit-on du côté de ses soutiens, pas question de rentrer dans ce jeu des petites piques. Il ne veut pas s'abîmer dans ces débats. Il veut apparaître comme le grand rassembleur. Lui, il pense à l'après 4 décembre, à l'après-congrès, quand il faudra que tout le monde travaille ensemble. Mais après le congrès, avant ça, il y a quand même les 2 tours, le 1er et le 4 décembre. Et ce soir, il ne faut pas qu'il apparaisse en retrait, me disait un de ses soutiens. Et un autre confiant me disait, il en a tout à fait confiance, il a travaillé. Et vous allez voir ce soir, il sera excellent. Merci Perrine Vasque. Avec Clément Gros-Denier au QG de Xavier Bertrand, avant de prendre la direction de celui de Philippe Juvin dans un instant. Thierry Fabre, brièvement, je voudrais revenir sur ce point que vous évoquiez tout à l'heure, la stratégie des macronistes face à l'organisation de la droite, avec cette sorte d'OPA que vous avez décrite sur la droite des soutiens de Macron. Il faut bien voir que l'enjeu pour LR, au-delà du débat, c'est son existence future. Les candidats, même Xavier Bertrand, est à 14% dans les sondages. N'oublions pas que François Fillon a fait 20% au premier tour. Valérie Pécresse est à 10%, donc ils sont historiquement bas. Que va-t-il se passer s'il n'y a pas d'effet sur celui qui sera désigné par le Congrès? Eh bien, je pense que beaucoup vont se rallier tout simplement à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'a déjà compris. Une association a été créée qui multiplie les comités de soutien au président
en France, il y en a déjà 200 de créés, 200 en projet de création. Et donc, ces comités vont aller draguer les élus de droite en disant « Regardez, votre champion n'augmente pas dans les sondages, venez nous rejoindre ». Donc, ce sera un argument. Deuxième argument, on voit bien qu'il y a une radicalisation d'une partie de l'électorat et des idées dans ce parti LR. Et donc, une partie des adhérents risque justement de se trouver un petit peu orphelin par rapport à cette radicalisation. Il y a un sondage qui est sorti récemment qui montre que 46% des sympathisants LR sont favorables à ce que le RN participe à un gouvernement si un président LR était élu. Vous savez, c'est extraordinaire, c'est un sondage Opinionway. Et je pense que justement, si les sympathisants LR ou les maires LR voient qu'il y a une aspiration vers des mesures radicales inspirées de près ou de loin par Zemmour ou par Le Pen, eh bien, ils vont se rallier à Emmanuel Macron. Et ça, l'exécutif l'a bien compris. C'est une stratégie très précise pour essayer de rallier le maximum de maires de gauche et surtout de droite. Merci beaucoup Thierry Fabre. Évidemment, on va continuer à suivre cette journée avec tous nos reporters devant les QG, avec nos invités avant cette soirée. Ce débat, on le rappelle, de la droite ce soir à 20h45 sur BFM TV. C'est l'événement politique. Dans l'actualité également de ce dimanche, on reparle d'Éric Zemmour et de ses provocations. Éric Zemmour, dans son livre qui avait créé la polémique en estimant que la famille Sandler, dont 3 des membres avaient été assassinés par Mohamed Merah dans l'attentat de 2012 à Toulouse, vit comme, je cite, des étrangers parce que les 3 victimes ont été enterrées en Israël. La théorie de défrancisation du polémiste remise sur le devant de la scène ces derniers jours au fil des déplacements du quasi-candidat et qui continue de heurter notamment Samuel Sandler, le grand-père de ces victimes. Éric Zemmour, présent aujourd'hui au salon du Made in France, a expliqué avoir mis fin à la polémique. On l'écoute. Pour M. Sandler, je tiens à vous dire que nous nous sommes parlé avec M. Sandler, le grand-père des petits-enfants affreusement massacrés, et nous nous sommes expliqués et il n'y a plus de problème entre nous. Et M. Sandler veut simplement qu'on arrête d'instrumentaliser politiquement cette affaire contre moi. Merci Monsieur Klugman d'être avec nous. Patrick Klugman, avocat de Samuel Sandler et de la ville de Paris dans le dossier des attentats du 13 novembre 2015. Un mot concernant d'abord les provocations, les mots d'Éric Zemmour par rapport à cette journée de commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Il a attaqué notamment l'ancien président François Hollande. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est celle, je crois, de tout le monde. Quand a-t-il fait cela ? Le 13 novembre. Où a-t-il fait cela ? Notamment sur le lieu de l'attaque du Bataclan. C'est la seule personnalité publique, la seule, dans le monde intellectuel ou évidemment politique, qui s'autorise ce jour-là, qui est un jour de recueillement, qui est un jour de commémoration, qui est un jour de silence, une prise de parole publique. Et il l'a fait d'une manière en tronquant d'abord des propos qui ont été tenus à l'audience par l'ancien président François Hollande, et en racontant à part cela n'importe quoi. Ces propos ont été reçus par les partis civils, par les associations de partis civils, comme une profanation, c'est même dans le communiqué de l'association Life for Paris, une profanation de sépulture. Moi, j'avais déjà analysé les propos d'Éric Zemmour. Effectivement, quand il parle des petits Sandler, et qu'il en rajoute, et que quand on lui demande de s'en excuser, il aggrave encore ses propos, j'ai compris que Zemmour, sur la question du terrorisme, est en train d'écrire une œuvre qui lui appartient, qui s'appelle « J'irai cracher sur vos tombes ». Paraphrasant le titre, évidemment, de Boris Vian. « J'irai cracher sur vos tombes ». Voilà ce qu'il fait hier soir au Bataclan. Mais surtout, il dit n'importe quoi. Il confond d'ailleurs ceux qui sont les auteurs ou les accusés dans ce dossier avec les personnes qui ont utilisé les filières de l'immigration. Il dit n'importe quoi. On pensait au moins que sur ce sujet, déjà, il se tiendrait et il respecterait, je dirais, les dates qui sont celles du calendrier. Zemmour dit qu'il vénère l'histoire de France. Quand on vénère l'histoire de France, on ne vient pas un 13 novembre raconter n'importe quoi sur un attentat. On ne vient pas tronquer des propos d'audience. Et si vous m'autorisez encore un mot, je vais vous dire. Donc, hier, c'était le 13 novembre, vous avez entendu et retranscrit et diffusé les propos de Zemmour. Mais je crois que c'est intéressant de savoir une chose. En 2016, moins d'1 an après les attentats, vous savez ce qu'il dit ?
Éric Zemmour quand effectivement la France, pour le coup, la France de François Hollande fait la guerre à l'État islamique sur la guerre irako-syrienne. Éric Zemmour, lui, il dit qu'il respecte les djihadistes parce que ce sont des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables. Et il rajoute, l'histoire c'est aussi des innocents, que des innocents meurent parce qu'ils sont dans le mauvais camp ou au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc au moment où la France fait la guerre à l'État islamique en 2016, Éric Zemmour, lui, il fait des déclarations de sympathie et d'admiration aux djihadistes. Voilà qui est qui et voilà qui se situe où et de quel côté de cette guerre. Zemmour n'a jamais attaqué les djihadistes, n'a pas plus hier attaqué ceux qui sont suspectés d'être les auteurs de ces attentats. Il attaque François Hollande. Mais François Hollande, lui, quoi qu'on pense de son action, il a fait la guerre à l'État islamique. Patrick Lugman, en quelques secondes, comment se sont conclus les échanges? Est-ce que vous avez des informations sur la tenue des échanges entre Éric Zemmour et Samuel Sandler? Je sais qu'ils ont eu lieu et je ne vais pas les commenter parce que la seule chose que voulait Samuel Sandler, c'était que Éric Zemmour lui fiche la paix et qu'il arrête de réveiller le nom de ses enfants, son fils et de ses petits-enfants. Et donc je crois que, au moins sur ce point, j'espère, et nous le verrons, mais je crains que les échanges de cet après-midi disent l'inverse, j'espère que Zemmour va arrêter de souiller les morts de Ozar Hatorah, ceux qu'il appelle les petites victimes juives de Mohamed Merah, c'est comme ça qu'il les nommait. J'espère juste qu'il va, ceux-là au moins, les reposer en paix, mais je n'imaginais pas, et nous ne supporterons pas plus longtemps, que ce soit pour souiller les victimes d'autres attentats, et notamment ceux du 13 novembre. Merci beaucoup, Patrick Lugman, d'avoir été avec nous sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Restez avec nous. Dans un instant, nous reparlerons de ce débat, le débat de la droite, ce soir à 20h45 sur BFM TV. 5 candidats en lice. On va tout vous dire sur les derniers préparatifs. Nous serons devant les QG des 5 candidats. On va en parler, bien sûr, en plateau avec nos invités. Les programmes, les enjeux, c'est tout de suite dans un instant sur BFM TV. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Fantôme, le nouveau parfum pour homme de Paco Rabanne. Antoine, il ne sait pas dire non. Et vous prenez les 2 ans d'extension de garantie? Bah non. Grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. Oui, enfin, c'est quand même grâce à moi qu'on est à la Matmut. Ah oui, oui. Matmut, ma valeur sûre. Signia présente la nouvelle génération d'aide auditive. Une technologie innovante pour améliorer votre qualité de vie. L'audition, c'est Signia. Dispositif médical. Chez Emma, nous savons que personne ne dort dans la même position. Trouver un matelas qui convient à tous peut se révéler impossible. Jusqu'à aujourd'hui. Emma, le matelas pour tous. Essayez-le pendant 100 nuits, livraison et retour gratuit. Dormez mieux, dormez heureux. Emma.fr. Oui, c'est les voisins, c'est pour savoir si tout se passe bien au niveau de la maison. Allez, on y va. Sinon, profitez du déplacement sans frais de nos agents de sécurité en cas d'intrusion. Maison protégée, alarme et télésurveillance. Orange. La concurrence est devant nous, encore. Mais comment? Ils ont une meilleure solution finance que nous. Ils doivent avoir une meilleure solution finance que nous. Workday. Comment prennent-ils des décisions aussi vite? Workday. Il doit y avoir une raison. Workday. Ah, je crois avoir une idée. Work. Paul, on t'entend pas là. Salut. Hey, salut. Workday, le système finance, RH et planification pour un monde qui change. Après toutes mes vacances galères, j'ai décidé de la jouer. Au calme, en électrique.
Le groupe EDF installe 5000 points de charge par mois pour vous aider à rouler en électrique. Rassurez-vous, on a plus de 20 000 véhicules. Et toutes nos occasions sont révisées et garanties. Et bien sûr, on les a en stock et disponibles tout de suite. Ça va pour vous? Oui. Autosphère, libère l'automobile. Et en plus, on a 250 points de vente. Réveillez le castor qui est en vous avec la gamme d'outils Airbower, comme la perceuse 18 volts avec une meilleure autonomie et une batterie compatible avec tous les outils pour seulement 69 €. Un prix imbattable pour une qualité professionnelle. Castorama. I'm putting the work all day. Them man are doing this thing part time, now I'm doing this thing all day. I'm putting the work all day. I'm putting the work all day. Look, nah, I don't care what you think or say. I'm putting the work all day. I'm putting the work all day. Ça y est, ils arrivent. Bon, va falloir être efficace, ils ont entraînement dans 2 heures. On commence par le slalom arrière. Ensuite, la benne. Et le plan final, la bâche. Ça y est, ils sont prêts? Non, ça y est, c'est dans la boîte. C'est tourné, là? Entre pros, on se comprend vite. Et pendant le temps des Pro Peugeot, la gamme utilitaire est à partir de 179 € par mois. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance décès plus accessible. Maïf, assureur militant. Montblanc Explorer est le nouveau parfum Explorer Ultra Blue. 15 millions, c'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile. En proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous être utile. Chez Doc Maurice, nous voulons prendre soin de votre santé. J'aime. Que vous vous sentiez bien. J'aime. Et que vous profitiez de chaque instant. J'aime. Le tout en un clic. Téléchargez l'application Doc Maurice avec notre sélection d'offres en santé et beauté. Doctipharma devient Doc Maurice. Doc Maurice, la santé que j'aime. Hé, regardez ça. Ça ne fait pas si longtemps que nous faisons nos achats en ligne. Au début, suivre les clics était un jeu d'enfant. Et puis, petit à petit, les clics se sont multipliés, les achats en magasin ont diminué, et seuls les e-commerçants les plus dynamiques ont réussi à suivre le rythme des clics. Peu importe la distance, il faut garder le contrôle pour rester dans le tempo et prendre son envol. Heureusement, nous sommes là pour vous aider. Suivez le rythme des clics. Il est 15h, merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, cette grande soirée de débat ce soir à 20h45 sur BFM TV et RMC entre les 5 candidats de la droite à l'investiture des Républicains. La soirée spéciale, c'est dès 20h. Depuis ce matin, nous vous faisons suivre la préparation de cette rencontre décisive. Nous serons dans les différents QG des 5 prétendants et on en parle avec nos invités. Éric Zemmour persiste et signe. En visite au salon du Made in France, le quasi-candidat assume les propos tenus sur François Hollande et son rôle dans les attentats du 13 novembre 2015, pour lesquels l'ancien président a témoigné au procès il y a quelques jours. Léopold Devers était auprès du polémiste. Une tentative d'évasion incroyable a eu lieu à la prison de Fresnes ce matin. Une détenue radicalisée est parvenue à sortir de sa cellule après avoir creusé un trou. Elle a été interceptée dans le chemin de ronde juste à côté. Tous les détails sur place dans un instant avec Angie Loita. Elle a une également des questions et de l'inquiétude autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II. La souveraine n'a finalement pas assisté à une cérémonie officielle pour des raisons de santé. Sa venue était pourtant très attendue. Le communiqué de Buckingham Palace parle d'un mal de dos sans en dire plus.
C'est l'événement politique de ce dimanche, le débat de la droite en vue de la présidentielle à suivre en direct ce soir à 20h45 sur BFM TV. 5 candidats s'affrontent, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Toutes les équipes de BFM TV se sont mobilisées pour vous faire vivre cette journée importante, soirée spéciale à partir de 20h. Nous sommes devant les QG des 5 candidats. Nous allons tout de suite devant le QG de Xavier Bertrand dans le 17e arrondissement pour rejoindre Benjamin Duhamel. Benjamin, comment Xavier Bertrand se prépare-t-il avant cette échéance ? Eh bien, en voyant des notes sur les sujets de fond. Et puis, quelques heures avant le débat, c'est aussi un moment de concentration après une semaine à sillonner les fédérations. Vendredi soir à Maison-Alfort, hier encore chez lui à Saint-Quentin. À Saint-Quentin, où Xavier Bertrand, eh bien, et d'ailleurs, en ce moment, il a déjeuné avec des amis et avec sa famille. C'est ce qu'il nous dit. Il doit passer ici au QG en fin d'après-midi pour un dernier échange avec ses proches, notamment sur la stratégie à suivre ce soir lors du débat. Sur le fond, pas vraiment de surprise à attendre. Le candidat devrait dérouler son triptyque autorité, travail, territoire avec un focus, nous dit-on, sur la question du pouvoir d'achat et des classes moyennes. Sur la forme, pas question de s'en prendre à ses concurrents. Xavier Bertrand a choisi, bien sûr parce que cela plaît aux adhérents des Républicains, de continuer à pilonner Emmanuel Macron. Ça, c'est pour la stratégie. Ce qu'on espère par ailleurs dans le camp Bertrand, c'est que ce deuxième débat fasse apparaître un candidat déterminé, dynamique, face à un Michel Barnier jugé plutôt sur la défensive lors du premier débat. Objectif, alors que les sondages de premier tour se resserrent entre le président des Hauts-de-France et ses concurrents, continuer de jouer la rengaine du « je suis le mieux placé pour battre Emmanuel Macron ». Bref, tenter de conjurer le paradoxe Xavier Bertrand, le plus près du second tour dans les sondages, mais sans aucune assurance de gagner le Congrès. Merci Benjamin Duhamel en direct du 17e arrondissement de Paris avec Bernard Horry en plateau avec nous, Philippe Corbet, chef du service politique BFM TV. Merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour également à Eric Scholl qui nous accompagne, directeur de la rédaction de l'Express. Alors on va évidemment continuer de suivre ces préparatifs à ce débat décisif, mais tout d'abord Philippe, c'est un débat crucial qui va se jouer pour convaincre aujourd'hui les militants. On rappelle, on est à 2 jours de la clôture des cotisations. Exactement, c'est-à-dire que c'est important pour chacun des candidats, mais c'est important aussi pour le parti. On peut le rappeler, c'est une information qui intéresse peut-être nos téléspectateurs s'ils sont sympathisants des Républicains ou ont été adhérents dans le passé. Ils ont encore 2 jours, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la journée de mardi, minuit, donc dans la nuit de mardi à mercredi, pour s'inscrire, pour être adhérent. Donc il faut payer, je crois, 30 €. Et ça veut dire qu'ils pourront choisir qui pourra représenter leur camp, leur famille politique à la présidentielle. C'est important parce que l'une des questions qui avait été posée, et ça avait suscité nombre de commentaires, d'articles, d'interviews pendant des mois, c'était comment désigner le candidat. Est-ce qu'il fallait faire une primaire ouverte? Est-ce qu'il fallait se resserrer sur le Congrès? Donc c'est ce qui a finalement été décidé. Après, Xavier Bertrand ne voulait pas être dans une configuration petite comme cela. Donc tout ça est compliqué, mais ils ont toutes les règles sur la table maintenant, et donc il reste 2 jours pour s'inscrire, pour choisir le candidat. Et donc ce soir, si l'un d'entre eux, par exemple, je pense à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui ont plus intérêt à ce qu'il y ait de nombreux nouveaux inscrits, si l'un d'entre eux se démarque, arrive à apparaître au-dessus du lot, comme par exemple on l'avait vu avec François Fillon en 2016 lors des débats, il peut aussi non seulement susciter des voix le premier, entre le 1er et 4 décembre, mais aussi des inscriptions d'ici mardi soir. Et c'est aussi l'un des enjeux de ce soir. Donc il faudra bien guetter la manière dont ils essaieront de convaincre des sympathisants LR de venir adhérer dans les 2 prochains jours. Éric Scholl, Philippe Corbet parlait à l'instant du débat de 2016. On était quand même dans une autre ambiance. Il y avait plus de haine, entre guillemets, entre les candidats. C'était beaucoup plus tendu. Ça paraît un petit peu plus lisse entre les candidats aujourd'hui. Il y a moins peut-être de différence. À part Éric Ciotti, quand même, qui se démarque, notamment sur l'immigration. Aujourd'hui, les thématiques, ils sont à peu près d'accord sur l'ensemble des thématiques. Alors, sur les grandes lignes, moins d'impôts, plus de sécurité, lutter contre l'immigration. La thématique, ils s'y retrouvent. Sur le ton, sur la forme, et là c'est important, parce qu'effectivement, les leçons étaient tirées de ce qui s'est passé en 2017. Et effectivement, on l'a vu lors du premier débat, ils sont tous dans cette idée, on appartient à la même famille, et à la fin, il y en aura un d'entre nous. Et je crois que c'est ce qui a rendu d'ailleurs le premier débat un peu lisse, mais au fond c'est pour essayer de donner cette apparence de famille. Je pense que c'est important. Mais maintenant, au fur et à mesure, on va approcher du 4 décembre, et en particulier ce soir, il va falloir que ces différences, elles commencent à se faire sentir. Et donc on peut s'attendre qu'après,
le tour de chauffe, parce qu'en réalité, ça a été un tour de chauffe, ce premier débat. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont chacun tirer les leçons même de ce premier débat, de leurs éventuelles faiblesses, ou au contraire, ce qui a plutôt bien marché, dans la formule, dans la pose, dans les propositions, dans le degré de précision des propositions, parce que ça a beaucoup manqué, des précisions. Et donc, ce soir, effectivement, il y a un enjeu qui est très important. Philippe Correille le rappelait à un instant, les adhésions, les adhérents sont en train d'arriver. On a eu quand même plus de 45 000 nouveaux adhérents depuis fin septembre. Donc on voit qu'il y a une dynamique, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et il reste encore 2 jours aujourd'hui pour ceux qui pensent que c'est les nouveaux adhérents qui vont faire la différence, et bien pour essayer de les convaincre ce soir, de convaincre des gens de prendre leur carte. Pourquoi les nouveaux adhérents, c'est essentiel? Et du coup, ça renforce le mystère de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est que sur le papier, sur la base militante sur laquelle on était il y a quelques semaines, c'est Michel Barnier qui allait être désigné. Tous les responsables, enfin, la plupart des responsables départementaux du parti pensaient que dans le cœur des militants qui étaient restés là dans la tempête, c'était Michel Barnier qui allait être désigné. Et donc l'enjeu pour Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, notamment, qui sont les 2 autres favoris, c'est de faire la carte. C'est-à-dire que par exemple, que les 10 000 sympathisants ou militants ou personnes que Valérie Pécresse rassemblait dans son mouvement libre adhèrent en masse aux Républicains. Il faut les appeler, les convaincre, leur dire il faut prendre la carte maintenant. Et ce combat-là, c'est pas tout à fait nouveau. Ça existe dans les partis politiques depuis toujours, mais c'est un vrai enjeu de conviction. Non seulement voter pour moi, mais adhérer, payer 30 € là pour aller pouvoir voter pour moi. Et ça, c'est vraiment un travail de conviction qui est très important pour eux en ce moment. On prend la direction des Hauts-de-Seine pour rejoindre le quartier général du médecin Philippe Juvin, qui est aussi candidat. On le retrouve devant son domicile. Dominique Marie, c'est là que vous vous trouvez. Quelle est la stratégie de la préparation au débat de ce soir du côté du maire de la Garenne-Colombes ? Philippe Juvin, vous le savez, s'est fait connaître du grand public, en tout cas à l'occasion de cette crise du Covid-19, où il n'a pas modéré ses coups contre le gouvernement, il n'a pas retenu ses coups, ça a été sa force, il s'est fait connaître de cette manière. Reste maintenant pour lui, d'une certaine manière, à faire un petit peu oublier la blouse blanche et montrer qu'il peut tout à fait, lui aussi, revêtir l'habit du candidat de la droite à la présidentielle. C'est tout l'enjeu du débat qui aura lieu tout à l'heure sur BFM TV. Philippe Juvin est donc chez lui, vous l'avez dit, dans cette maison, il est maire de la Garenne-Colombes, c'est là aussi qu'il habite. Il est avec sa famille, pas de collaborateur pour l'instant. On l'a aperçu d'ailleurs tout à l'heure à la fenêtre de son bureau, une fiche à la main en train de faire les 100 pas. Visiblement, il travaille, il reste concentré. Il partira d'ici aux environs de 18h tout à l'heure. Et il estime avoir marqué des points lors du premier round de débat, Philippe Juvin, même si c'est vrai qu'il est un peu, sans lui faire injure, l'outsider de cette compétition face à des candidats qui ont une envergure politique et médiatique un peu plus épaisse depuis de nombreuses années, même Éric Ciotti qui est présent depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Il estime avoir marqué des points, faire entendre un petit peu sa petite musique, ses différences aussi, notamment sur la question de la suppression du nombre de fonctionnaires cher à Valérie Pécresse, 150 000 fonctionnaires. Lui estime que avec la crise que traverse par exemple l'hôpital, c'est une mauvaise idée. Il faut plus de gens sur le terrain, plus de gens face aux patients. Et il sait de quoi il parle, Philippe Juvin, puisque vous le savez, il est aussi en tant que médecin responsable des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Merci beaucoup Dominique Marie, donc devant le domicile de Philippe Juvin à la Garenne-Colombes. Nous sommes en direct avec Daniel Fasquelle. Bonjour, merci d'être avec nous. Maire Les Républicains du Touquet, Paris-Plage dans le Pas-de-Calais, trésorier Les Républicains et soutien de Michel Barnier. Comment est-ce que Michel Barnier se prépare et compte-t-il se différencier ce soir des autres candidats ? Il se prépare très, très calmement et très sereinement. Vous savez qu'il revient d'un déplacement outre-mer. C'est d'ailleurs le seul candidat qui sera allé à la rencontre des Français, de nos concitoyens et des militants d'outre-mer. Je pense que c'est un signal aussi fort de sa volonté demain de s'adresser et de représenter l'ensemble des Français quand il sera président de la République. Alors, ses points forts, on les connaît, c'est son expérience. Il a eu des responsabilités locales, nationales et européennes. C'est sa stature internationale. Il connaît les chefs d'État qui le connaissent. Il est très respecté en Europe et dans le monde. Et puis, par ailleurs, il a des propositions fortes d'un gaulliste patriote et européen, comme il a dit à plusieurs reprises, notamment dans le domaine de l'immigration, de la sécurité, où il veut une politique de rupture, une politique de redressement dans le domaine économique, et puis la volonté également de réconcilier, de rassembler les Français. Voilà, en résumé, la position et la posture de Michel Barnier. Alors Daniel Fasquelle, justement, vous évoquiez l'une des propositions de Michel Barnier qui avait été bousculée lors du premier débat au sujet du moratoire qu'il propose sur l'immigration. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit de nouveau le cas aujourd'hui ?
Je ne pense pas, parce qu'entre-temps, il aura pu bien expliquer les choses. Alors après, il y a ceux qui comprennent pas et ceux qui ne veulent pas comprendre. Enfin, il le répétera ce soir. Le moratoire, c'est évidemment 0 régularisation. Pour le reste, c'est aussi fermer le robinet en ce qui concerne l'immigration économique, les étudiants et surtout le regroupement familial. Et c'est se laisser 3 ans pour reposer une vraie politique nationale dans le domaine de l'immigration, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de politique nationale, elle est très décousue, ou elle est beaucoup moins ferme, par exemple, que nos voisins allemands, mais c'est également 3 ans pour s'adresser aux autres pays en Europe, et il saura le faire pour faire en sorte que l'Europe ait enfin une vraie politique migratoire, parce qu'on a besoin des deux, une politique migratoire forte au plan national, mais également au plan européen. Merci beaucoup Daniel Fasquelle d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Éric Scholl, il y a aussi une cible commune à tous ces candidats, c'est Emmanuel Macron. On peut s'attendre à nouveau ce soir à ce qu'il s'attaque au président. Oui, parce qu'au moins ça leur fait un front commun. On l'a vu, et là-dessus Xavier Bertrand a été d'ailleurs sans doute le plus offensif. Et on sait pourquoi. Parce que le lendemain du premier débat, on avait l'intervention d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron vient directement sur le terrain de la droite. Il a d'ailleurs bien tiré les leçons de ce premier débat immédiatement. On l'a vu notamment sur le nucléaire, avec ses annonces sur le nucléaire, alors que la veille, Xavier Bertrand avait annoncé l'arrivée, sa proposition de faire construire 10 EPR, 10 réacteurs. Donc on voit bien qu'il y a une cible commune et c'est important savoir pourquoi Emmanuel Macron est au fond l'ennemi politique. Pour éviter pour bien marquer la différence qu'il peut y avoir entre un candidat de droite et un candidat qui ne l'est pas encore, mais qui est à la recherche d'un électorat à gauche et à droite. Donc ça va leur faire le point commun. Maintenant, il y a des degrés à droite, et là on le verra bien entre un Ciotti, entre un Barnier, entre une Pécresse ou un Bertrand et un Juvin. Et on a vu, alors autant Ciotti, on n'est pas très surpris de ses prises de position, elles sont habituelles. Ce qui est plus compliqué, d'une certaine façon, c'est Michel Barnier qui, depuis 2-3 mois, nous fait découvrir un nouveau personnage. À la fois sur les questions d'immigration, où il essaye d'avoir une position dure, sur les questions de sécurité et d'immigration. On l'a vu d'ailleurs, là, il rentre de Mayotte. Il était à la Réunion à Mayotte. À Mayotte, il a fait des annonces, il préconise le droit du sol. Donc il a déjà entamé la fin du droit du sol. C'est-à-dire qu'une certaine façon, il a déjà entamé le débat. Et d'ailleurs, Ciotti lui a déjà répondu. Le débat de ce soir, il a déjà commencé. C'est peut-être la patte Laurent Wauquiez derrière aussi. Oui, parce que Laurent Wauquiez, qui a été le chef du parti après la défaite de 2017, qui est l'une des raisons pour lesquelles Xavier Bertrand puis Valérie Pécresse ont pris, d'une certaine manière, sont allés voir ailleurs, ou en tout cas ont tracé leur chemin en dehors de la structure du parti. On sait que Laurent Wauquiez, en tout cas un certain nombre de ses soutiens, encourage Michel Barnier, voire essaie de faire en sorte qu'il ait les meilleures chances dans ce scrutin. Vous parlez d'Emmanuel Macron, il y a plusieurs raisons aussi parce que, deux d'entre eux, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, sont accusés, y compris par certains dans leur camp, d'être trop Macron-compatibles. Finalement, d'avoir pu être même peut-être des premiers ministres d'Emmanuel Macron. Et par ailleurs, l'un d'entre eux sera désigné le 4 décembre candidat des Républicains et va instantanément subir les attaques de Marine Le Pen et Éric Zemmour en disant « Au fond, vous êtes trop proche de Macron. Au fond, vous dites à peu près la même chose. » Donc ils doivent prouver à un électorat de droite que non seulement ils ne disent pas la même chose qu'Emmanuel Macron, mais que ce sont les mieux placés pour représenter la droite dans un second tour face à Emmanuel Macron et pour battre le président de la République s'il est candidat, ce qui ne fait pas beaucoup de doute. Merci Philippe Corvet, merci Éric Scholl. On vous retrouve dans le journal de 15h30. On en vient à présent à cette persévérance. Éric Zemmour qui persiste et signe dans sa provocation. Hier soir, devant le Bataclan, il a une nouvelle fois attaqué François Hollande, qui juge responsable des attentats du 13 novembre 2015. Ce dimanche, Éric Zemmour était au salon du Made in France, le polémiste qui assume ses propos. Les précisions de Léopold Audebert. Je ne retire rien, pas un mot et je maintiens. Voilà ce que nous a déclaré Éric Zemmour tout à l'heure en visite ici au salon Made in France à propos de ses déclarations passées sur François Hollande et les attentats du 13 novembre 2015 et puis également sur sa venue qui a fait beaucoup parler hier soir devant le Bataclan. Éric Zemmour ici en opération séduction finalement devant différents stands, des entrepreneurs à qui il a cherché à expliquer quelques points de son programme économique. Il nous a notamment expliqué face caméra une proposition nouvelle qu'il appelle le Patri-Score. Alors qu'est-ce que c'est? C'est basé sur le Nutri-Score. Ça serait finalement un code couleur qui montrerait la provenance, l'origine française ou non d'un produit. On voit donc que Éric Zemmour, au-delà des thématiques de l'immigration, cherche aujourd'hui à sortir, à proposer de nouvelles choses, peut-être pour se rapprocher aussi des préoccupations principales des Français, parmi lesquelles il y a le pouvoir d'achat.
Dans l'actualité également de ce dimanche, nous revenons sur cette information. Une détenue radicalisée s'est échappée ce matin de sa cellule de la prison de Fresnes en creusant un trou avant d'être interceptée sur le chemin de Ronde un peu plus loin. Elle avait réussi donc à fuir sa cellule dans des conditions encore floues, incarcérée pour des faits liés au terrorisme. Elle faisait pourtant l'objet d'un suivi particulier. Réaction d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui a salué la réactivité de l'administration pénitentiaire qui a donc mis fin à cette tentative d'évasion. Nous en parlons avec Wilfried Fonck. Bonjour, merci d'être avec nous, secrétaire national UFAP-UNSA Justice. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre réaction après cette évasion assez incroyable, il faut bien le dire? Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, si le garde des Sceaux lui salue la réactivité de l'administration, moi je tiens d'abord à saluer le professionnalisme des personnels, parce que si cette tentative d'évasion a avorté, c'est bien grâce à eux et pas à l'administration de manière générale. Il faut savoir donner aussi les remerciements à qui de droit. Alors moi, ce que ça m'inspire, cette tentative d'évasion, ben, écoutez, c'est très simple. Nous, depuis 2015, on revendique la création de structures spécialisées et adaptées au profil des détenus terroristes. Ça fait plus de 30 ans qu'on dit à l'administration qu'aujourd'hui, il est temps et grand temps de créer des structures spécifiques en fonction des profils de la population pénale. On en a encore aujourd'hui un exemple. Alors, le ministère de la Justice a également dit que le quartier des femmes de cette prison de Fresnes spécifiquement n'avait pas été rénové depuis longtemps maintenant, que les murs étaient dégradés, humides. Est-ce que vous expliquez ça aussi comme l'une des raisons possibles de cette tentative d'évasion ? Peut-être que l'immobilier y est sûrement pour quelque chose, mais d'un autre côté, le garde des Sceaux nous parle de l'immobilier et de la manière dont l'établissement de Fresnes se trouve aujourd'hui d'un point de vue architectural et de sa vétusté, mais pour autant, il est déjà prêt à aller y ouvrir un quartier d'évaluation de la radicalisation. Donc si on veut parler de l'actualité pénitentiaire, effectivement, aujourd'hui, je pense que l'ouverture de ce quartier sur le site de Fresnes est plus que jamais remis en question. D'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer, selon vous, pour la sécurité des prisons en France? Aujourd'hui, c'est ce qu'on revendique, nous, au niveau du FAP-UNSA Justice depuis 30 ans. Cessons de faire des établissements comme ça, à taille totalement inhumaine, où on incarcère des détenus en nombre. Essayons de repartir sur des établissements à taille humaine et surtout, partons vers un profilage de la population pénale afin qu'on puisse y avoir à la fois une prise en charge adaptée, mais aussi et également des niveaux de sécurité adaptés à ces profils. Aujourd'hui, il est évident, notamment en matière terroriste, que les structures ne sont pas adaptées en matière de sécurité. Merci beaucoup Wilfried Fonck d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur BFM TV. L'inquiétude à présent autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II, la souveraine britannique de 95 ans, devait apparaître aujourd'hui lors d'une cérémonie à Londres en hommage aux victimes des guerres. Un rendez-vous qui était très attendu et qu'elle n'a finalement pas pu honorer, et ce en raison de son état de santé. C'est en effet ce qu'a annoncé le palais de Buckingham dans son communiqué aujourd'hui, expliquant un mal de dos qui aurait empêché la souveraine donc d'aller participer à cette manifestation à laquelle elle est présente tous les ans. Elle devait uniquement y assister depuis le balcon du ministère de l'Intérieur. Ça n'a donc pas été le cas aujourd'hui pour raison donc de santé. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cette tentative d'évasion à la prison de Fresnes ce matin. Une détenue radicalisée est parvenue à sortir de sa cellule après avoir creusé un trou. Elle a été interceptée un peu plus loin dans le chemin de Ronde. À tout de suite.